quand l'hiver était fini et les printemps revenaient et la lumière revenait et la mer commençait à fondre, il y a un chasseur qui est passé dans les fjords et au moment où je l'ai vu de loin, je ne l'ai pas reconnu. J'ai pensé que ça pourrait être un renard. Après, je pensais que ça pourrait être un gros aigle qui avançait très vite. Et après, je me suis dit, ben, ça doit être un animal qui marche à deux pattes, c'est peut-être un ours. Et je voulais pas que ça soit un homme, parce que l'ours me faisait moins peur qu'un homme. Bonjour à tous et bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, nous accueillons Tamara Klink, qui a 27 ans, est partie naviguer en solitaire jusqu'au Groenland et est restée 8 mois sur la banquise. Bonjour Tamara, merci beaucoup d'être ici. Tu es venue, non, t'es pas venue à la voile, j'imagine. Non, en métro. En métro, en RER B, comme tout le monde. Yes. Un peu moins aventureux. Alors on va revenir sur tes débuts. Déjà, tu peux te présenter, expliquer un peu qui t'es et qu'est-ce qui t'a surtout donné envie de devenir navigatrice? Ce qui m'a donné envie de devenir navigatrice, c'était d'abord les récits que j'entendais quand j'étais enfant. D'abord de la part de mon père. Lui, il naviguait et il passait longtemps loin de nous, pendant plusieurs mois, parfois des années. On ne les voyait pas et quand il revenait, il ressemblait être la même personne et tout ce qui avait changé, c'était le récit qu'il racontait en nous amenant au lit quand on allait dormir. Après, quand j'ai grandi un petit peu, j'ai eu accès à la littérature parce que j'avais appris à lire. Et j'adorais lire les récits de navigation. Et plus tard, j'ai appris le français pour pouvoir lire des récits de navigation français. Ouais. Parce que la bibliothèque, elle avait l'air beaucoup plus large quand on a... Parce que toi, tu es brésilienne, oui, du coup. Je suis née au Brésil et j'ai grandi là-bas et je suis venue en France pour faire mes études. Et depuis, j'ai jamais quitté la France. Et pourquoi tu as eu cette envie d'ailleurs de partir étudier en France? Parce que je voulais étudier les bateaux et la navigation. Et aussi les récits de navigation que j'aimais lire, ils étaient écrits ici et je voulais comprendre qu'est-ce qui amenait les gens d'ici à partir aussi loin, en Antarctique, en Arctique, en solitaire. Et en arrivant ici, je pense que j'ai compris. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Est-ce que du coup, ton père, donc c'est un navigateur brésilien, tu viens de le dire, il te racontait des récits avant d'aller dormir. Est-ce que tu as ressenti une pression en tant que fille de navigateur ou c'était vraiment que de l'envie et de l'inspiration? Je pense que je suis venue en France pour pouvoir être plus proche d'autres références que mon père. Quand j'étais ado, je lui ai demandé de l'aide pour construire mon projet, pour préparer mon voyage. Il m'a dit qu'il ne m'aiderait jamais. Qui m'aiderait avec 0 centime, 0 conseil, 0 contact. Ah ouais. Et ça m'a poussée à aller chercher d'autres références, d'autres maîtres. Pourquoi cette volonté de ne pas t'aider, tu penses? Je pense que parce que quand on décide de se lancer dans la navigation en solitaire, et notamment dans les régions que m'intéressaient, qui étaient l'Antarctique, on ne peut pas compter sur d'autres personnes. Il faut qu'on ait une expérience, et cette expérience, elle n'est pas transmise ni par les ADN, ni par la parole. Je pense qu'il faut qu'on construise en nous notre propre schéma et aussi il faut qu'on fasse nos épreuves en se permettant de faire des erreurs au début. Beaucoup d'erreurs. Et en France, j'ai senti que j'avais les droits à ces erreurs. Parce que d'une part, personne n'attendait rien de moi. J'étais juste une jeune brésilienne qui ne parlait pas trop bien la langue à l'époque. Et aussi parce que... Double défi pour toi, du coup. Oui, mais en même temps, ici, ces projets paraissaient beaucoup plus possibles. Parce que quand j'étais à Nantes, je prenais une rue qui s'appelait Bernard Moitessier, je traversais un pont qui s'appelait Éric Tabarly, je passais devant une banque qui avait un gros panneau avec un bateau à voile dessous.
quelque part, ça paraissait plus possible Qu'au Brésil? que chez moi. Oui. Ouais. Tu pratiquais la voile au Brésil? J'ai pratiqué très peu les bateaux, j'en ai fait un petit peu d'optimiste. Je n'ai jamais été très forte. En vrai, j'étais toujours la dernière dans les courses. Ah, tu faisais quand même des régates? Oui, pendant 2 ans, on a fait dans un réservoir, comment on dit, un lac Ouais. qui existait à São Paulo. J'ai jamais été très forte en optimiste. Je pense que, je sais pas pourquoi. Mais c'est difficile. Jumelle, oui, je suis jumelle et ma sœur jumelle était toujours devant et moi j'étais toujours la dernière. Et je pense que c'est d'un côté, c'était assez frustrant de ne pas avoir un talent inné. Et d'un autre côté, j'avais une marge de progression qui était la plus grande de toutes. Ouais. Mais je dirais qu'en arrivant à Nantes, pour faire les études d'architecture navale, chaque week-end, j'y sortais, j'allais dans un port, je demandais si je pouvais rentrer sur des bateaux, faire des convoyages, essayer de naviguer le plus possible avec d'autres bateaux. Je faisais beaucoup d'aviron aussi. Okay. Je pense qu'au départ, j'ai m'intéressé encore plus par l'aviron que par la voile. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à valider de mon premier projet de navigation en solo. Ça a pris énormément de temps à préparer. Combien de temps? 2 ans. Okay. Avec des collègues, je voulais construire un bateau. Et finalement, au bout de 2 ans de recherche de sponsoring, sans des énormes résultats, je me suis dit qu'il fallait bien que je commence quelque part, que si je n'avais pas les conditions idéales de me lancer, de commencer, il fallait que au moins je me donne les moyens de savoir qu'est-ce que c'était de naviguer en solo. Je pars en Norvège, en convoyage avec 2 personnes que je ne connaissais pas. En arrivant là-bas, j'achète un bateau au prix d'un vélo et sans savoir qu'un an et demi plus tard, j'arriverais avec ce même bateau seule à Rio de Janeiro. Et ça, c'était ma première navigation en solo. C'était en quelle année ça? 2021. Ok. Il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Et j'ai adoré les voyages. J'ai eu plein de galères. Et les bateaux, ils n'étaient pas du tout faits pour. Ensuite, tu t'es lancé le défi de vivre seule sur la banquise du Groenland pendant 8 mois. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire juste pourquoi ce défi? J'ai voulu aller au Groenland pour plusieurs raisons. Parce que je voulais passer l'hiver dans la banquise. Ça m'intéressait de voir qu'est-ce que se passait en Arctique quand tous les animaux partent pour faire leur migration annuelle, quand le soleil part et il n'y a plus que la nuit qui reste, quand la chaleur part aussi et il fait froid. Et je pense que au partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser par ça, je me suis mise dans une démarche où tout ce qui me faisait peur avait besoin de retrouver une réponse. Donc, tous les commentaires d'autres personnes qui servaient soit à me décourager, soit à me questionner sur ma capacité, rentraient dans une boucle de recherche de solutions. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée au Groenland et un événement vraiment marquant? La navigation jusqu'au Groenland a pris 13 jours. Après, au sud du Groenland, je commençais à voir les premiers icebergs. J'ai voulu aller dans la côte ouest, donc j'ai commencé à tourner la côte en déviant de ces gros glaçons qui dérivaient dans l'eau et qui faisaient la taille des petits aéroports, parfois des grands aéroports. Et au départ, je devais dévier de ces glaçons. Parfois, je passais par des lieux où il y avait beaucoup de brouillard. Je devrais parfois mettre l'ancre dans des lieux où il n'y en avait pas de cartes précises. Et la navigation jusqu'à la baie d'Isco était un petit peu dure parce que parfois je ne pouvais pas trop dormir et c'était ma première fois, donc je ne savais pas encore tous les enjeux de naviguer dans la glace. J'avais étudié ça, mais c'était des études théoriques. Ouais. C'est quoi une différence qu'on ne soupçonne pas entre naviguer sur l'Atlantique sur les côtes françaises et dans la glace?
Mais je pense que chaque lieu où il y a de la glace, ça sera un petit peu différent, il y aura des particularités. Mais au Groenland, on avait beaucoup d'icebergs. Et Ouais. des icebergs, c'est comme des îles qui flottent. On peut parfois les voir sur les radars s'ils sont très grands. S'ils sont petits, il y a un peu de mer et de la pluie, bah, c'est un peu plus dur de les voir. Et les nuits là-bas, elles peuvent durer... parce qu'il y a un moment dans l'année où la nuit dure 24 heures. Oui, bah, plus on va au nord, plus les nuits sont longues en hiver Ouais. et plus le soleil prend du temps à revenir. Et là où j'ai passé l'hiver, il y avait des journées en décembre où tout ce que j'avais comme lumière, c'était une pénombre Ouais. dans l'horizon, une légère pénombre pendant 1 heure ou deux. Bah, c'était assez pour sortir, faire un tour à pied autour du bateau sur la banquise. Et quand le soleil est présent, c'est là où les animaux sont plus visibles également. Oui. Ouais. Tu peux nous raconter un peu ce que tu as vu là-bas? Oui, je vais faire la comparaison entre l'hiver et l'été. En hiver, les animaux étaient assez rares et très cachés. J'ai pêché du poisson et si je faisais pas attention à l'endroit où je mettais le poisson, les nuits, je me réveillais avec des petits pas de renard qui faisaient tchi 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 et qui marchaient sur la banquise jusqu'à mon bateau, sautaient sur mon bateau et volaient mes poissons. Ah ouais. La navigation jusqu'à la baie de Disco était un petit peu dure parce que voilà, parfois je pouvais pas trop dormir et c'était ma première fois donc je ne savais pas encore tous les enjeux de naviguer dans la glace. J'avais étudié ça, mais c'était des études théoriques. Et toi, tu dormais du coup toujours là-bas par minute pour être sûr de surveiller ton bateau ou Non, pas du Non, là tout. tu peux dormir. Quand la banquise s'est formée autour du bateau, je suis devenue terrestre. Ok. Et voilà, j'avais des horaires terrestres aussi. Ok. Je faisais toujours attention, par exemple, au vent. Quand j'écoutais un vent que ça céderait plus, quand je voyais que les baromètres étaient en train de descendre, je faisais des petites veilles pour fermer ou ouvrir l'éolienne, les générateurs d'énergie par les vents. Ouais. Je ne voulais pas l'exposer à des températures je ne voulais pas qu'il tourne trop vite avec les vents catabatiques parce que je ne voulais pas avoir le risque de les casser. Et d'ailleurs, tu mangeais quoi à côté du poisson que tu pêchais du coup? J'avais amené la nourriture pour toute la durée des boîtes de conserve du voyage. Oui, une boîte de conserve, graines aussi, beaucoup de riz, de quinoa, des haricots, des lentilles. J'ai germiné les lentilles pour avoir de la salade. Ouais. Bonne astuce. Oui, c'était bien. Et quand il n'y avait pas de lumière, elle était transparente. Quand il y avait du soleil, elle était blanche. C'était chouette. C'était quoi pour toi le plus dur justement? C'était parmi tout ça? Quand on est jeune, femme, quand on vient d'un pays qui est en voie de développement, ça paraît pas évident de se dire oui, je vais monter un projet avec un bateau de ouf, je vais partir longtemps dans un pays froid et pour rester isolée. Je pense que le plus dur, ça a toujours été de gérer la peur des autres. Parce qu'il y avait une projection des peurs qui était évidemment de plus en plus intense, plus l'hiver s'approchait. Donc j'avais à la fois peur que les choses que les gens m'avaient dit étaient vraies, deviennent vraies. Et j'avais aussi peur de retrouver d'autres gens dans une situation d'isolement. Il y a eu un moment quand l'hiver était fini et les printemps revenaient et la lumière revenait et la mer commençait à fondre. Il y a un chasseur qui est passé dans les fjords et au moment où je l'ai vu de loin, je ne l'ai pas reconnu. J'ai pensé que ça pourrait être un renard. Après, je pensais que ça pourrait être un gros seigle qui avançait très vite. Et après, je me suis dit, ça doit être un animal qui marche à 2 pattes, c'est peut-être un ours. Et je ne voulais pas que ça soit un homme, parce que l'ours me faisait moins peur qu'un homme. Pour un ours, moi je m'étais entraînée à réagir. Je me disais,
Je dois d'abord observer son comportement, mais je sais que potentiellement je peux faire un peu de bruit pour le déranger. Je peux peut-être tirer vers les hauts pour qu'il aille peur, pour qu'il s'enfuite, s'enfuisse. Alors que l'homme est plus imprévisible. Un homme, je pourrais pas faire peur en tapant de casserole. Je ferais pas peur en tirant vers les hauts avec mon fusil. Un ours pourrait peut-être galérer à ouvrir une porte ou à casser un bâton d'acier, mais un humain, c'est ouvrir des portes. Un humain, lui aussi, a des fusils. Et un autre humain serait probablement un homme. Et moi, j'ai plus peur des hommes que des ours. Et du coup, vous vous êtes croisés ou il est venu te parler? Je suis rentrée dans mon bateau. J'ai regardé avec des binoculars, des jumelles. Et pendant longtemps, j'étais juste là en train d'observer, attendre. Je me disais, est-ce que je fais semblant que je suis pas là? Est-ce que je fais la morte? Est-ce que j'ai fait semblant que je suis un mec? Et j'ai attendu quelques heures jusqu'à me dire, je pense qu'il vaut mieux que moi j'y aille plutôt que d'attendre que lui il vienne. Et j'y suis allée. Et je pense que voilà, c'était des moments où j'avais besoin de plus de courage. C'est pour aller parler. Lui était surpris, moi aussi. Il m'a parlé au groenlandais, je ne savais pas encore parler groenlandais. Donc j'ai dit tout anglais. C'était bizarre de le retrouver parce que il m'a aussi demandé comment s'était passé l'hiver. Et jusqu'à ce moment-là, je ne m'étais pas rendu compte que l'hiver était fini. Il avait parlé au passé. Et j'ai dit, mais comment ça? C'est pas toujours en cours. Il dit, non, c'est les printemps. Regarde le ciel, il y a le soleil, il fait pas froid. Tout est relatif. Il y a la mer. Et je disais, ok, mais l'hiver, il a fini. En fait, je croyais qu'il serait là pour toujours. Comment tu vois pour toi l'avenir de la navigation en solitaire? Déjà, est-ce que tu penses que peut-être grâce à toi ou des exemples comme toi, plus de jeunes femmes vont se lancer dans cette expérience? Je pense que la présence des modèles elle est très puissante pour générer l'envie et la croyance qu'on en est capable. C'est sûr que moi, j'y serais pas partie s'il n'y avait pas eu une génération de femmes qui ont commencé à naviguer avant moi et qui ont fait des navigations incroyables. Qu'est-ce que ça a réveillé aussi en toi, toute cette expérience? Une des choses, c'est j'aime beaucoup la vie. J'adore vivre. Je veux vivre très longtemps. Mais j'ai une conscience plus claire que la vie, c'est quelque chose qu'on peut perdre. Et je pense que quand on est jeune et qu'on se lance dans un projet, voilà, on sait que ça peut arriver, mais on ne pense pas que ça va vraiment arriver. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais aborder, qu'on n'aurait pas abordé ensemble? D'un côté, j'ai reçu beaucoup de découragement. J'en ai aussi reçu de l'aide et d'encouragement d'autres personnes. J'ai aussi pu compter sur d'autres navigateurs qui avaient déjà navigué en Arctique, qui avaient déjà passé l'hiver là-bas, notamment en France, et qui ont été indispensables pour que je puisse prendre des décisions importantes du point de vue technique, pour que je puisse mieux me préparer et aussi pour que je puisse éviter des erreurs qu'eux, ils n'ont pas pu éviter. Si j'ai pu partir avec un bateau relativement petit, là-bas, c'est parce que avant moi, d'autres gens sont partis avec des bateaux différents, souvent des bateaux plus grands. Et je pense que faire plus, ou faire mieux avec moins ou avec peu, ça c'est l'évolution des choses. On ne peut faire ça que parce qu'on peut compter sur l'expérience des autres et les limites qui ont été découvertes par les gens qui sont venus avant nous. Totalement. Merci beaucoup. Merci. C'était trop bien.